Mes salutations très chaleureuses et merci beaucoup de nous retrouver aujourd'hui pour notre Qui suis 2020. Comme l'a dit notre contexte, dans une société où les jeunes représentent 70% des chômeurs et où les LGBTI sont dans, on peut dire, les LGBTI sont moins connus ou bien ne sont pas officiellement reconnus dans notre société. Et ça ouvre vraiment un champ libre à la stigmatisation. Face à ces enjeux-là, nous pensons que l'entrepreneuriat serait une solution nécessaire pour eux d'être épanouis financièrement. Mais bon, comment s'y prendre et où commencer? Aujourd'hui, nous sommes avec Julien Keben qui va répondre à ces questions. Salut Keben. Bonjour Joël. Voilà. Avec Julien Keben, nous allons répondre à ces questions. Mais déjà, il faut présenter. Je pense que la question serait de savoir qui est Julien Keben. Ouais, bon. Comme je disais, la question que nous nous posons, qui est Julien Keben? Julien Keben, c'est un entrepreneur, un Congolais naturalisé, mais d'origine française. Julien Keben est un artiste qui a co-dirigé le groupe Langui. Et il est chargé de production audiovisuelle de AMP Visuel. J'espère que cette présentation, Julien, ça va quand même. Oui, j'ai eu des coupures, mais ça a l'air d'aller. Oui, effectivement, j'ai fait entre autres ça, mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, donc il n'y a pas que ça, mais c'est à peu près ça. C'est un bon résumé déjà. Voilà. Ok, bon, aujourd'hui, comme notre sujet est tellement intéressant, aujourd'hui, nous allons parler de comment se lancer dans l'entrepreneuriat, étant donné que la description vient de nous dire beaucoup de choses qu'aujourd'hui, en Kinshasa, il y a 70% des jeunes qui sont au chômage. Et les LGBTI, d'ailleurs, on ne peut pas en parler parce que le fait qu'il y a des discriminations, il y a la majorité des LGBTI qui ne travaillent pas. Et on s'est dit, bon, parlons de l'entrepreneuriat pour les booster, une façon pour eux de créer leur propre boîte. Bon, comme on parle de l'entrepreneuriat, Julien, je tends à aller dans beaucoup de choses. J'aimerais bien dire ça, ce n'est pas une présentation, c'est vraiment déjà, nous sommes dans notre contexte, que tu as travaillé dans le Jazz Kiss, Red One, Kembo, un restaurant au sein des Halles de la Gombe. Cela nous dit que tu es un grand entrepreneur. Bon, justement, d'après ton expérience, quelles seraient justement les qualités, mais aussi les potentiels d'un bon entrepreneur? Merci Joël. Alors, c'est d'abord un sujet très important et je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est surtout de parler de cette indépendance financière quand on est quelqu'un un peu différent dans la société, donc les LGBT notamment, qui subissent aussi pas mal de problèmes de discrimination, comme tu dis. Je trouve ça très important de pouvoir être indépendant financièrement pour pouvoir avoir une vie un peu plus libre et ne pas être dépendant des parents ou d'autres gens qui seraient des tuteurs et qui vous imposeraient d'avoir une vie qui n'est pas la vôtre en fait. Donc pour faire des bons choix dans la vie, il faut aussi commencer tôt et puis se poser des bonnes questions. Et effectivement, comment générer un peu d'argent pour être plus libre. Donc toutes ces questions-là pourront être abordées, mais la première des choses, et vous m'avez interrogé sur l'entrepreneuriat, bizarrement, je n'ai pas l'impression d'être un entrepreneur parce que
je vais de projet en projet et les projets parfois viennent à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va se poser, réfléchir et dire tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie puisqu'en fait, ça a toujours été un peu clair. Je suis d'abord un artiste et à partir de ma vie d'artiste, j'ai dérivé vers d'autres statuts en fait, professionnels. Et c'est vrai que les questions ne sont pas posées exactement comme ça pour moi, mais je pense pouvoir définir les points importants pour être un entrepreneur, en tout cas essayer d'être un bon entrepreneur. Voilà. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Ça vous va? Voilà. Oui, je comprends, mais bon, ça serait aussi mieux d'expliquer d'abord. Tu nous donnes d'abord les qualités et les potentiels Tout d'un à fait. bon entrepreneur. Voilà. C'est exactement ça. Donc, en fait, pour y arriver, pour être un entrepreneur, à mon avis, avant tout, il faut beaucoup réfléchir. On ne peut pas se lancer dans une entreprise, ouvrir une entreprise sans avoir eu un minimum de réflexion sur l'objectif de votre entreprise. Entreprise, c'est large, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être une auto-entreprise où vous êtes quasiment tout seul, et puis ça peut être une entreprise où il y a beaucoup de monde autour de vous qu'il va falloir apprendre à gérer. Donc, souvent, je pense que pour notre cas, ce sera beaucoup plus des petites entreprises, des auto-entrepreneurs qui vont avoir des petits business à mettre en place. Mais dans tous les cas, un petit business peut aussi grandir et s'il grandit, il va falloir avoir d'autres capacités. Et ces capacités sont celles notamment d'un bon leadership. Dans une entreprise, logiquement, c'est qu'on a plusieurs personnes sous sa direction ou pas. Mais si on n'en a pas, on doit avoir aussi un bon relationnel client. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être importantes de développer. Je vais commencer par l'étude de marché et le business plan. Parce que pour moi, avant même de savoir quel type d'entreprise on va faire, il faut y réfléchir. D'accord? Il faut penser au lieu où est-ce qu'on va faire cette entreprise, par exemple. Combien vont coûter les charges? Donc, le business plan, c'est ça. C'est une étude de marché. Donc, quels sont les coûts de notre entreprise, les coûts de fonctionnement, et puis, donc, les coûts, par exemple, si tu veux faire un petit magasin ou une petite bicoque pour vendre quelque chose, dans tous les cas, il faudra acheter le matériel, il faudra acheter les produits que tu vas vendre ou mettre en place ce dont tu as besoin en matériel pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché, savoir quels sont les coûts de fonctionnement minimaux pour pouvoir commencer à lancer ton entreprise. Et puis, par la suite, il faut réfléchir aussi à l'étude de marché, donc comment tu vas vendre des services, soit des produits à des clients. Et donc, quels sont les fournisseurs, puisqu'il faudra bien te fournir, par exemple, si tu vends, je ne sais pas, des pains ou des sandwichs dans la rue, il faut bien acheter les pains quelque part, savoir combien les pains vont coûter, combien va coûter le beurre que tu vas mettre dedans, la margarine, combien tu vas payer tous les ingrédients qui peuvent rentrer dans tes sandwichs. Et puis ensuite, donc ça c'est ce qu'on appelle où est-ce que tu vas te fournir, commencer à négocier un prix de gros par exemple pour que les coûts soient plus petits. Donc c'est tout ça l'étude de marché. Ensuite, savoir à combien tu vas vendre ton sandwich. Le sandwich vendu, un sandwich préparé, donc par exemple, si tu mets de l'avocat, tu mets de la moutarde ou de la vinaigrette, tout ça. Il faut calculer les coûts globaux pour que le coût rendu d'un sandwich. Donc en fait, quand tu connais le coût de ton sandwich, le coût réel, tu vas pouvoir estimer le prix de vente. D'accord? Et c'est là où tu vas commencer à calculer. Il faut faire combien de sandwichs dans la journée vendue pour gagner combien et retirer les coûts de production pour avoir un bénéfice. Je ne sais pas si ça va être très clair, mais c'est ça ce qu'on appelle une étude de marché. Et donc, du coup, une fois que tu as calculé tout ça, tu peux te dire, si je vends 20 sandwichs, je vais gagner, allez, 30 000 francs. Mais en fait, tu n'as pas gagné 30 000 francs parce qu'il y a les coûts de production. Donc, 30 000 francs moins le coût du pain, moins le coût de l'avocat, moins le coût de la moutarde, le coût du jambon et tout ce que tu mets dedans. Donc, du coup, tu retranches et finalement, tu te retrouves avec 7 000 francs, d'accord, sur les 30 000. Donc, 7 000 francs, c'est ton bénéfice. C'est un petit bénéfice. Donc, peut-être qu'il faudra augmenter un peu le prix du sandwich pour arriver à un bénéfice qui semblera correct. Mais attention, il faut que ton sandwich ne soit pas plus cher que celui des autres. Donc, il faut regarder la concurrence.
et voir chez la concurrence quels sont les prix, quelle est la qualité, quels sont les prix. Donc, déjà, on est sur une tranche d'études sur les coûts de production, les prix de vente et aussi l'environnement donc, autour de toi et de la concurrence. Et enfin, qui sera ta clientèle? Où est-ce que tu vas placer ton business pour que ton business soit plus vendeur? Donc, si tu décides de te mettre au coin de ta rue, en bas devant ta maison, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de passages et que tu ne vendras pas beaucoup de sandwichs. Mais si tu décides de te mettre sur l'avenue goudronnée où tous les élèves passent le matin ou quand ils rentrent de l'école, tu sais que là, il y aura plus de clients. Donc, peut-être que c'est plutôt là qu'il va falloir placer ton entreprise pour mieux vendre. Sauf que quand tu vas te placer là, peut-être qu'il faut négocier aussi un prix pour poser ton petit stand là-bas de sandwich. Donc, tout ça, c'est des coûts qu'il faut calculer pour avoir une idée globale sur les coûts de ton business et ce que ça va rapporter sur, pas un jour, mais sur un mois. Voilà. En gros, ça, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. D'accord? Donc là, je suis parti sur quelque chose d'assez simple qui est la vente de sandwich parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre, mais ça peut être adaptable à n'importe quel autre business. D'accord? Donc ça, c'était la partie étude de marché. Et là, tu vas pouvoir estimer et savoir si ça vaut le coup ou pas et combien ça va te coûter pour lancer ton histoire. Parce que si tu n'as pas assez d'argent mis de côté pour pouvoir investir dans ce petit business, alors c'est que ce n'est pas encore le temps et qu'il va falloir encore économiser un peu dans ta vie, faire des petits business, des petits trucs, des petits cops, comme on dit, et puis arriver à mettre un peu d'argent pour arriver à avoir le solde minimum pour pouvoir lancer ton opération financière qui sera ton début d'entreprise. Voilà, Voilà, je en pense gros, que… maintenant, plus l'entreprise est complexe. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ok, voilà. Donc, je pense que tu nous as donné des belles explications sur comment faire étude du marché. C'est-à-dire, j'ai bien compris et je pense que même les autres qui nous rejoignent maintenant là ont compris que comment faire une étude du marché. Mais à la fin, tu viens de nous expliquer que, par exemple, il faut aussi choisir où il faut vendre le pain. Ça nous renvoie vraiment à une question. Et je pense que ce serait aussi mieux de structurer ou de planifier ses activités alors. Et donc, si c'est oui, comment mener cette planification avec cette étude-là de milieu? C'est vraiment ça. Le planning est hyper important. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, avant de se lancer dans une entreprise sans dire ah, j'ai l'argent, c'est bon, je commence à faire mon petit business, il va falloir planifier d'abord à mettre en place. Donc, quand est-ce que tu fais ton étude de marché? Ensuite, quand est-ce que tu vas pouvoir acheter tes bilocaux pour pouvoir mettre en place ton truc? Et quand est-ce que tu vas commencer vraiment à travailler? D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le planning. Et il faut bien réfléchir parce que si jamais tu fais ça seul, c'est plus facile. Mais à partir du moment où tu vas travailler avec des gens, il va falloir faire un recrutement, savoir qui va travailler, à combien. D'accord? C'est toujours dans l'étude de marché, ces choses-là. Donc, combien va te coûter de personnel? Donc, les charges salariales, on appelle ça. Donc, si c'est une plus grosse entreprise, là, directement, on est dans un autre cas où, effectivement, le planning est super important. Tu ne vas pas commencer ton entreprise sans être sûr des employés qui vont travailler avec toi. Et je vais venir à un point très important dans l'entrepreneuriat, qui pour moi est quasi essentiel, c'est le leadership. D'accord? Quand tu as des gens à contrôler, quand il y a des gens qui travaillent avec toi, c'est hyper important d'être un leader. Alors là, c'est vraiment plus spécifique pour les grosses entreprises, d'accord? Pour quand tu as 2, 3 personnes à gérer. Il faut bien comprendre que plus les gens travaillent avec toi et plus ils doivent être performants. Pour être performant, il faut vraiment savoir parler aux gens. Il faut savoir quels sont leurs talents. Donc, si tu as quelqu'un qui est un vendeur, par exemple, c'est pas toi qui va vendre les pains, donc tu vas choisir quelqu'un qui va être vendeur. Un vendeur, c'est pas simplement une personne qui va prendre le pain et qui va donner au client. C'est quelqu'un qui va attirer son client. D'accord? Donc, il faut déjà bien choisir. Un bon entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui a su faire un bon choix d'employés qui vont
qui vont être l'image de son entreprise. Et ça, c'est très important. Tu ne vas pas prendre un tel parce que c'est ton petit frère ou ta petite sœur. Parce que ton petit frère et ta petite sœur, même s'ils sont sympathiques, peut-être qu'ils ne sont pas hyper motivés pour travailler. Donc ça, c'est hyper important. Pour moi, il faut savoir faire un vrai recrutement avec une personne qui va correspondre à la bonne, au bon fonctionnement, c'est-à-dire qui va avoir la bonne image, qui saura bien parler, qui saura bien vendre, qui sera le plus motivé que quelqu'un qu'on va placer un peu au hasard. Donc, choisir les gens qui vont travailler avec toi, c'est même essentiel. Et ensuite, une fois que tu les as, que tu as commencé à travailler, il va falloir savoir les motiver. Il va falloir savoir les inspirer pour qu'ils soient encore meilleurs, trouver quels sont leurs talents et essayer d'améliorer, de les amener sur une route qui va correspondre à ce qu'ils savent bien faire. Parfois, c'est dur parce qu'on est face à des gens qui ne comprennent pas tout. Il va falloir savoir expliquer correctement. Et puis, il faut être très patient. Il faut être parfois un peu dur et puis un peu juste. Savoir, à mon avis, comme on dit, chicoter un peu, mais aussi remercier quand ça se passe bien pour que les gens apprennent à se comporter correctement dans le travail. Donc, à bien faire les choses et pas… Parfois, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait de mal, donc savoir repérer ce qui est bon ou pas bon. Voilà, ça c'est côté personnel et employé et le rapport avec le chef d'entreprise, on va dire, c'est hyper important. Donc, il faut savoir valoriser les gens. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Pour ça, c'est pour les plus grosses entreprises, on est d'accord. Voilà, c'est bien. J'aimerais bien que nous puissions lire aussi les messages que nos frères, nos amis qui nous écrivent. Déjà, d'après les messages, je lis quand même les messages et on va essayer de répondre. Ok. C'est bien s'il y a des questions. Baïwe, bon, je ne sais pas si c'est bien dit. Bon. Baïwe a dit pourquoi il faut entreprendre. La première question. Oui, Kevin. Oui, je dois répondre déjà. Tu m'entends? Je ne sais pas si tu m'as écouté. La première question, on nous demande pourquoi il faut entreprendre. Oui, alors, en fait, c'était la première chose à laquelle j'ai répondu, c'est que dans la vie, ce qui est important, c'est d'être libre, libre financièrement, ne pas dépendre de quelqu'un. Si tu dépends des parents, les parents vont t'obliger à être comme ils veulent que tu sois. Donc, s'ils ne veulent pas que tu aies une vie qui corresponde à ce que tu veux, par exemple, si tu es LGBT, si tu décides de vivre ta vie pleinement, il va falloir pouvoir louer un appartement et une petite maison et puis peut-être pouvoir inviter qui tu veux chez toi, des gens qui ne sont pas forcément des gens que tes parents ont envie de voir à la maison. Donc, du coup, c'est important de pouvoir payer son loyer, de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller et pour ça, il faut travailler. Pour travailler, on peut être employé, mais on n'a pas tous la chance d'être employé puisque, comme on a l'habitude de dire au pays, si je ne connais pas quelqu'un pour travailler, je ne serai jamais pris dans la société. Il faut que je connaisse un tel ou un tel et comme je n'ai pas des connaissances, je ne travaille pas. En fait, ça, c'est un mauvais raisonnement parce qu'on peut aussi créer son propre emploi. Et donc, pour créer son propre emploi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des idées, bien réfléchir. Et puis, mettre un peu d'argent de côté. Aujourd'hui, tu devais acheter 2 bières à tes amis. Tu ne vas pas acheter 2 bières, tu vas acheter 1 bière. Et l'argent de la 2e bière, tu vas la mettre de côté et tu vas garder proprement cet argent pour arriver à ton objectif. Ton objectif, c'est d'avoir une liberté. Et la liberté, ça s'achète. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour être libre. Donc, il faut vraiment économiser, même le petit argent, économiser chaque jour va te permettre de réaliser tes envies et tes rêves. Et tes rêves, si c'est ta liberté, si c'est un travail qui te plaît, c'est là. Mais l'idée est importante. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui est accessible? Puisqu'en fait, ça ne suffit pas d'avoir seulement des envies, il faut savoir avoir des envies qui vont être réalisables. D'accord? Donc, tout ça, c'est l'objectif, c'est d'être plus libre.
Voilà, pour être à l'aise en fait dans sa vie simplement. Donc voilà pourquoi il Ok, faut faire. la deuxième question revient à ce thème, Juma, qui dit qu'est-ce que le leadership fait changer selon l'évolution de l'entreprise ou des startups? Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que le leadership peut Bon, changer la dans l'évolution? question, c'est, C'est ça? oui, qu'est-ce que le D'accord. leadership fait changer selon l'évolution de l'entreprise ou de la startup? C'est une très bonne question et j'ai répondu tout à l'heure. Je pense que la façon dont tu vas gérer ton personnel va aussi permettre d'avoir des meilleures performances de ton personnel. Donc, il y a un problème au Congo qu'on va souvent voir, c'est que le chef, en fait, le leader de l'entreprise a souvent un comportement de chef. Et le chef, souvent, il engueule les employés, mais il ne travaille pas beaucoup. Pour moi, un bon chef, c'est d'abord un bon exemple. C'est le premier à arriver au travail. D'accord? C'est le dernier aussi à sortir. Et c'est celui qui va travailler le plus. En réalité, même si tu fais travailler les gens, il faut pouvoir montrer un bon exemple. Donc, tu dois être présent, tu dois savoir voir quel travail tes collaborateurs, parce que tes employés, ce sont tes collaborateurs en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font et comment améliorer leur performance. Parfois, comme je le disais, on n'a pas une bonne vision d'ensemble quand on est à son poste. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un, et c'est ce leader et c'est son rôle, d'essayer de faire comprendre quelle est la relation entre chaque employé, les uns avec les autres, et quelle doit être leur vision pour avancer mieux dans leur travail. Donc voilà, donc pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui s'est montré, qui va voir quels sont les talents de chacun et pouvoir les aider à être meilleurs. Mais ce n'est pas simple et ça demande aussi beaucoup de travail et beaucoup d'observation, beaucoup de psychologie. Ça s'apprend, bien entendu, mais je pense que la première des choses, c'est ne pas se placer au-dessus des gens, mais essayer de comprendre quel est le mental de chacun, quelle est son histoire, pourquoi il ne réfléchit pas comme toi, tu as envie qu'il réfléchisse, et donc comment l'aider à mieux réfléchir pour qu'il agisse comme toi, tu as envie qu'il agisse. Voilà, donc c'est un apprentissage, c'est de la formation, c'est de l'explication, c'est de la remise en question beaucoup et avoir toujours quelques idées et parfois se faire aider aussi. Mais là, on est encore ailleurs. Donc, pour moi, un bon leader dans une entreprise, un bon chef d'entreprise va permettre à l'entreprise d'avoir des meilleures performances. Si, par exemple, tu engueules tout le temps ton employé, ta vendeuse, parce qu'elle ne vend pas bien, au lieu de l'engueuler, c'est de réfléchir pourquoi elle ne vend pas bien. Peut-être elle n'est pas présentable correctement. Donc, peut-être l'aider à être plus présentable. Peut-être qu'elle ne parle pas bien et qu'elle ne sait pas bien vendre. Donc, elle n'a pas les bons arguments. Si elle n'a pas les bons arguments, tu vas lui montrer comment mieux vendre. Tu peux même te mettre à sa place. Parce qu'en fait, le problème du leader, c'est qu'il a besoin d'avoir une connaissance aussi des choses. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise sans savoir quel est le poste de chacun. Et donc, quelles sont les règles de travail de chaque poste. Et si tu n'es pas bon dans ce poste-là, il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir leur montrer et les former. Parce qu'on n'est pas bon partout. Mais par contre, tu dois connaître globalement la fonction de toutes les personnes qui travaillent sous ta direction. Donc, il faut quand même avoir une connaissance assez large. Et pour ça, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas se lancer dans une entreprise trop vite. Parce que là où tu as des lacunes, si tu ne connais pas des choses, alors tu vas paraître flou et les gens ne vont pas comprendre quelle est leur tâche. Ou alors ils vont voir que tu ne connais pas et dans ce cas-là, ils ne feront pas parce qu'ils se disent que oh là là, le patron là, il ne connaît pas cette histoire-là d'Internet. Et dans ce cas-là, il saura que tu ne pourras pas le contrôler. Et là, c'est une erreur. Donc toi, il faut que tu te mettes à jour dans tes connaissances avant de commencer à diriger les gens. Normalement, un bon patron, c'est aussi quelqu'un qui a une connaissance globale et générale de son business. Donc, il peut pas être novice dans quelque chose, en tout cas, il ne peut pas avoir de connaissances minimales pour pouvoir diriger son entreprise. Donc, tu dois savoir quel est le poste de chacun et mieux connaître, mieux comprendre pour mieux diriger. Donc, quand tu connais ça, quand tu diriges mieux, les gens ils travaillent mieux tout simplement et donc tu gagnes plus d'argent.
normalement. Voilà, merci pour ces informations très intéressantes. Mais tout à l'heure, tu parlais de savoir communiquer. Justement, quand on travaille, quand on est entrepreneur, quand on veut se lancer freelance, comment s'exprimer pour être mieux compris? Ou bien, comment avoir une communication efficace? Voilà. Alors, on va parler de deux types de communication, d'accord? Là, on parle de communication, je dirais, la façon de s'exprimer, d'accord? Comment savoir mieux se faire comprendre en réalité. Plus tu es clair, plus tu es précis, et plus les gens ne vont pas partir dans des idées bizarres et à la fin ne plus savoir quelle est la ligne, la conduite à tenir. Donc, tu dois parler à tes employés et leur dire précisément quelles sont leurs tâches et ne pas partir dans des longs discours qui servent à rien. Il faut être précis et concis. Plus tu es précis, plus les choses vont se faire clairement et plus elles vont mieux elles vont se comprendre. C'est pareil avec les clients. Quand tu as un client devant toi, le client qui vient pour acheter son sandwich, c'est vrai qu'il a aussi besoin de parler. D'accord? Donc, il va falloir lui parler, être sympathique. Mais en même temps, si tu as 15 clients derrière qui attendent leur sandwich, si tu parles trop longtemps, les autres vont être énervés. Donc, il faut savoir être juste précis, agréable, quand c'est du commerce, par exemple. Et donc, être plus straight, je dirais, d'avoir une façon de faire les choses avec plus de rapidité, mais toujours avec beaucoup d'intérêt et de savoir ce qu'on est en train de faire. En fait. Donc, il faut savoir que ton objectif, c'est de vendre tes sandwichs et que les gens soient contents, qu'ils soient bons, mais que le service soit bon aussi. Je reste sur cette histoire de sandwich. Après, il y a toujours aussi les investisseurs. Par exemple, il y a des gens qui peuvent investir dans ton business. Donc, avant de commencer ton business, il faudra trouver de l'argent. Peut-être que c'est des gens extérieurs qui vont apporter de l'argent. Et là aussi, savoir communiquer, savoir expliquer quel va être le business en question, ben, ça fait partie de la communication. Donc, mieux se préparer, savoir bien parler, savoir bien présenter un projet pour que les gens soient motivés pour le financer. Même si c'est un peu, au moins, tu auras gagné quelque chose. Et donc, voilà, ça, en gros, pour moi, c'est hyper important de savoir communiquer dans son entreprise pour être plus performant toujours. D'accord? Pour moins perdre de temps parce que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Le temps, c'est de l'argent, mais il y avait une explication dans laquelle tu as dit il faut toujours faire des choses en tenant compte des concurrences. Voilà. Ça me donne une question sur il faut innover. Lorsqu'on veut entreprendre ou bien on veut se lancer dans un marché auquel il y a déjà des concurrents, il faut vraiment innover. La question serait pourquoi il faut innover et comment il faut innover dans ce que tu veux entreprendre. Voilà, donc c'est une très bonne question et là, c'est essentiel effectivement. Souvent, on remarque qu'on a des gens qu'on appelle les suiveurs. Donc, des gens qui vont, tu vois, par exemple, tu sors dans la rue et tu vois que, ah, mais là, il y a des nouvelles personnes qui sont installées qui vendent des sandwichs. Ça devient la rue de la sandwicherie. Et moi, je vais mettre aussi mon stand de sandwich. Bah, c'est bien, mais tu n'as fait que suivre une idée qui est déjà là. Alors, pour moi, suivre une idée, c'est intéressant, puisque c'est déjà une première base. Mais comment te démarquer? Qu'est-ce qui va faire que dans cette rue où il y a déjà 10 personnes qui vendent des sandwichs, les gens vont venir chez toi et pas ailleurs? Pourquoi? Tu observes que l'un, il y a une file de 10 personnes qui attendent pour prendre leur sandwich, et puis les autres, il y a 2 ou 3 personnes, mais encore peut-être pas. C'est quoi la différence? C'est quoi qui va faire cette différence-là? Eh bien, pour que ce soit différent, il faut peut-être mettre un meilleur visuel devant, d'accord? Plus explicatif, plus attractif. Tu peux décider d'utiliser un pain qu'on ne trouve pas souvent partout et que les gens vont préférer, ou alors des meilleurs ingrédients, ou alors de chercher. Tu vois que tout le monde fait le même type de sandwich à l'avocat. Tu te dis, bah, moi, j'aimerais bien trouver autre chose. Et là, tu vas regarder sur Internet, sandwich à l'avocat. Et tu regardes qu'au Mexique, on fait un sandwich à l'avocat avec des épices qu'on trouve ici, mais que personne n'utilise.
Et toc, tu trouves une nouvelle recette qui vient d'ailleurs, que les gens ne connaissent pas ici. Et là, tu vas essayer cette recette, tu vas voir le goût qu'elle a et voir si ça peut marcher. Ah ouais, ils ont mis du pili-pili dans ton sandwich d'avocat et ça donne vraiment un bon goût. Ok, c'est super, mais maintenant, il faudra le vendre. Donc, ton sandwich à l'avocat dont la recette vient d'un autre pays que les gens ne connaissent pas, il va falloir leur faire voir que c'est le meilleur. Donc, peut-être qu'il faut faire de la dégustation au début gratuite. Tu prends un sandwich que tu coupes en 10 morceaux et tu fais goûter aux gens. Et les gens, ils trouvent ça très bon et ils vont commencer à venir. Donc, voilà, c'est ça un peu l'innovation. Il faut réfléchir, observer, donc observer l'environnement et ensuite réfléchir à quelles sont les solutions pour être différents. Parce que c'est la différence qui fait qu'on est original, on est nouveau en fait sur le terrain et que les gens, ils aiment bien la nouveauté quelque part. Donc, c'est important d'être créatif, de savoir communiquer toujours. Mais là, par contre, je parle de la communication extérieure. Et voilà, donc ces compétences-là sont super importantes. Et surtout, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'essayer et pas se lancer tête baissée en disant « Ah, mais tout le monde vend, moi aussi, je dois vendre. » Non. Toi, tu vas vendre comment et qu'est-ce qui va faire que c'est chez toi qu'on va aller et pas ailleurs. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et effectivement, c'est un ensemble d'idées, mais l'innovation, je pense, est importante pour se démarquer. J'ai répondu? Oui, très bien. C'est une très belle réponse qui qui me donne beaucoup d'idées, beaucoup de questions. Justement, quand on parle de sandwich, j'adore aussi les sandwichs quand même. Et maintenant, quand on a innové, comment faire connaître mes produits? Comment faire connaître mes sandwichs, par exemple? Je dis, bon, j'innove, oui. Bon, quand j'innove, cela ne veut pas dire que les gens vont connaître ça. Comment le faire connaître? C'est ça la question. Absolument. Alors là, c'est ce qu'on appelle le marketing. Alors, on est sur une sandwicherie, même si on est dans la rue, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que tu vois que tout le monde a pris une vieille table un peu bidon pour poser leur pain sandwich. Et c'est pas très joli. Et ils ont pris un vieux parasol parce qu'ils n'ont pas voulu investir beaucoup d'argent à la base. Et ben toi, si tu as réfléchi un peu différemment, tu te dis, moi, si je veux me démarquer, d'abord, visuellement, qu'est-ce que je vais montrer? Et ben, mon vendeur ou ma vendeuse, j'ai acheté un petit tablier avec un petit logo qui est intéressant, une belle couleur. D'accord? Et puis, le tablier est assorti aussi avec la table, avec une jolie nappe qui va faire que c'est plus coloré. D'accord? Ensuite, je prends mon parasol au-dessus qui fait que j'ai un beau stand qui a des belles couleurs avec peut-être un affichage quelque part qui marque le nom de mon entreprise, la qualité des sandwichs, quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce qu'on appelle ça, c'est déjà du marketing. C'est-à-dire savoir mettre en place quelque chose qui fait que quand tu vois de loin, quand tu te mets sur l'autre trottoir, tu regardes et tu vois tous les gens qui vendent. Et là, tu repères un, tout de suite, ça saute aux yeux. Les couleurs sont belles, c'est propre. C'est bien présenté, les sandwichs sont protégés pour pas que les mouches viennent dessus, par exemple, mais on voit bien les sandwichs. Voilà, tout ça, c'est en gros la mise en valeur de ton produit, d'accord? Et tu vois aussi que la vendeuse est souriante. Et ben ça fait partie des belles choses à voir et qui vont faire que les gens vont être attirés. Ensuite, tu te dis, bon, ça c'est bien pour les gens qui passent dans la rue. Maintenant, comment je peux faire en sorte à ce que les voisins qui sont dans une autre rue un peu plus loin puissent savoir, s'ils ne passent pas devant mon petit stand, comment ils vont savoir qu'il y a ce nouveau stand de sandwicherie au goût du Mexique? D'accord? Comment je vais les informer? Alors, il y a plusieurs façons. Tu as le flyer, tu peux décider de faire un petit flyer. Tu vas avoir un ami qui connaît un peu faire de la mise de la PAO, donc un peu du graphisme, et tu lui demandes d'insérer les informations, des belles photos, toujours dans tes couleurs, et tu trouves quelqu'un ou toi-même, tu peux aller distribuer ces flyers, ces petits bouts de papier avec de l'information dans les rues avoisinantes. Tu as les médias sociaux. Donc, comme ça, tu peux ouvrir une page Facebook au nom de ton entreprise, Sandwich du Mexique, et à Kinshasa. Et donc, tu vois ça sur Internet, tu fais un peu de publicité, des photos, tu fais des jolies photos et tu parles de tes recettes, du goût de tes sandwichs. Tu fais intervenir des gens qui adorent tes sandwichs et qui vont faire un petit témoignage. Donc, tout ça, c'est ce qui va faire parler de toi.
il y a bien entendu plein de médias, de médias pour pouvoir communiquer. Après, ça dépend de quelle entreprise, de ce que tu fais pour pouvoir communiquer correctement autour de ton produit. Mais ça encore, c'est quelque chose de très important parce que si tu te contentes d'avoir seulement les clients qui sont autour de toi, tu auras moins de clients. Voilà. Donc, le marketing, la communication est très importante. Voilà. J'ai répondu à la question? Voilà. Le fait qu'on a parlé de la question de la communication, le marketing est très important. Et par rapport à ces conseils tellement pertinents que tu viens de nous donner, on pense qu'on aura de l'argent. Et comment organiser la question financière pour s'épanouir? Voilà, on est déjà là, c'est la grande question. On s'est dit comment se lancer en tant qu'entrepreneur. Et maintenant, dès qu'on aura l'argent, comment organiser la question financière pour s'épanouir? C'est essentiel, bien entendu, parce que, comme j'ai expliqué, pour lancer un business, il faut d'abord faire une étude de marché, donc savoir quels vont être les coûts de fonctionnement de base. Mais bien entendu, une fois qu'on a commencé à vendre, il faut gérer l'argent. Et gérer l'argent, c'est un casse-tête. D'abord, il va falloir bien contrôler les ventes, okay, voir si le nombre de pains que tu auras, combien de pains vont pouvoir être vendus à la fin de la journée, combien de pains ont été vendus, donc combien tu as gagné d'argent, quels sont les bénéfices. Est-ce que tu as bien payé tes fournisseurs? Et une fois que tu as fait le point sur les entrées, les sorties, tu as ton bénéfice et tu sais exactement ce que tu peux mettre de côté pour pouvoir payer toutes tes charges salariales, locatives, donc les salaires, les lieux, les locations, si tu as une location d'espace, etc. Une fois que tu as retiré tous ces coûts de fonctionnement, alors tu auras ton bénéfice net. Mais, bien entendu, tu ne peux pas bouffer le bénéfice comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion, la comptabilité. Il faut avoir quelques notions en finance et comptabilité, même si c'est un petit business. C'est là où souvent les gens, je dirais, se plantent, donc font des erreurs, parce qu'on a l'impression que quand on a le bénéfice, c'est bon, on peut déjà manger cet argent. En fait, non. Il faut savoir le mettre de côté. Et c'est très important parce que si tu ne sais pas bien gérer ton argent, ben en 3 mois, ton entreprise, peut-être même moins, elle va tomber. Voilà. Donc, tu n'auras plus les moyens d'acheter du pain le matin et d'acheter les avocats et d'acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ta vente de tous les jours. Donc, là aussi, tu as besoin peut-être d'une formation. Et je pense que même c'est la première des choses. Si tu as toutes les compétences dont on a parlé avant et que tu ne sais pas gérer ton argent, alors tu as perdu du temps et tu n'arriveras jamais à monter ton business. Donc, la première des choses, c'est d'aller te rapprocher de quelqu'un qui pourra t'expliquer comment on gère le type de business que tu veux lancer. Parce que bien vu, là, je parlais de sandwicherie, mais ça peut être toute autre chose et ça peut être je ne sais pas, une entreprise sur le web qui vend des choses, ça peut, tu vois, il y a plein de types d'entreprises et bien entendu, chaque type d'entreprise a son type de comptabilité. D'accord? Il y a des entreprises qui peuvent se faire depuis la maison sur Internet, donc tu n'as pas de frais de fonctionnement particuliers. Donc, c'est d'autres coûts, mais bien entendu, il faut savoir que à la fin, tu auras ça de charges, même si c'est des petites charges, et que là, tu auras tant de bénéfices. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir des notions trésorerie. Hein. Donc, pour moi, la première des choses, si vous n'avez pas vraiment conscience de ça, il faut absolument trouver quelqu'un qui va vous former là-dessus. Voilà. Voir un ami entrepreneur qui pourra t'expliquer comment on fait les comptes en fin de journée, comment on tient un cahier des ventes. Voilà. Et après, peut-être apprendre, essayer de l'adapter à ton business, puisque chaque business est différent. Voilà, en gros, mais très important. Ok, merci beaucoup pour cette information sur la gestion de son argent pour être épanoui. Mais bon, et si on n'a pas un ami qui peut nous donner les informations, je ne sais pas si tu peux nous dire dans quelques mots les ABC de la comptabilité et la finance. Je pense que ça serait bien. Les ABC à connaître dans la comptabilité. Joël, c'est un peu difficile de répondre directement. Les ABC, elles sont là. C'est clair qu'il faut savoir quels sont les coûts de fonctionnement, comme j'ai dit, les coûts d'achat. Il faut avoir conscience de ce que ça va te coûter à la fin du mois, donc les charges
que tu auras de salaire et de paye, donc de payer les gens, payer le loyer, etc. Donc, il faut bien écrire tout ça dans un tableau, en fait. Et puis, après, chaque jour de vente, eh bien, tu fais rentrer l'argent. Tu sais que à chaque fois que tu vends des choses, il faut que ce soit noté. Alors, bien entendu, si c'est un grand magasin, on a une caisse enregistreuse qui va donner tous les détails. Mais si c'est une caisse manuelle, il va falloir noter à la main, relever les factures, savoir combien on a vendu, combien on a dépensé, puisqu'on prélève souvent de l'argent dans la caisse pour acheter du crédit pour mettre dans le téléphone de fonctionnement de l'entreprise. On peut avoir un fournisseur qui vient pour récupérer son argent. Bon, celui qui vend le beurre, par exemple, ben, il passe, il a besoin de son argent. Donc, tu sors de l'argent de la caisse pour pouvoir mettre et vendre et donner son argent au vendeur de beurre. Donc, voilà. Donc, en fait, une fois que tu as fait le point sur toutes les sorties d'argent, donc, tu peux arriver avec un fonds de caisse, par exemple. Le fonds de caisse, si c'est un magasin, bien entendu, tu as le fonds de caisse. Donc, c'est la base que tu mets d'argent disponible dans ta caisse à zéro vente. Okay, donc, par exemple, tu déposes 50 000 francs, 30 000 francs pour avoir de la monnaie. D'accord. Et puis, ça, tu as ton fonds de caisse. Tu as ensuite les ventes qui se font progressivement. Donc, tu vends un sandwich, deux sandwichs, trois sandwichs. Donc, là, tu as les entrées d'argent, d'accord, qui s'ajoutent au fonds de caisse. Et puis, tu as les prélèvements de caisse. Donc, les prélèvements de caisse, c'est ce que tu vas donner pour acheter du crédit dans le téléphone de l'entreprise, pour aller payer le beurre au fournisseur du beurre. Et donc, ça, il faut retirer. Et à la fin, tu sais quel va être l'argent qui est rentré finalement quand tu as enlevé les dépenses de la journée. Okay, sur cet argent-là, bien entendu, tu ne peux pas dire que ça, c'est ton bénéfice, puisqu'à la fin du mois, il faudra payer tes employés, qu'il faudra payer aussi toutes les charges de l'entreprise et l'électricité, par exemple, ou bien l'eau, ou bien toutes ces charges-là et le loyer. Et une fois, donc cet argent-là que tu auras mis de côté, parce qu'il faut savoir mettre l'argent de côté, c'est un peu le problème aussi souvent parce que les gens n'ont pas forcément des comptes bancaires. Donc, une entreprise, normalement, chaque jour, va aller déposer de l'argent à la banque. Si tu n'as pas un compte en banque, tu peux décider d'avoir mis ton argent sur un compte M-Pesa ou bien Mobile Money ou tout ce que tu veux. Parce que ça, c'est vraiment pratique. Tu vas juste au coin et tu déposes ça ton argent dedans et comme ça, tu n'y touches pas non plus tous les jours. C'est hyper important de mettre cet argent de côté. Sinon, tu as un coffre-fort dans ta maison et tu fermes ça là-bas et personne n'y touche non plus. Parce que l'argent de chaque vente de tous les jours, c'est ça qui va te permettre à la fin de faire un salaire à tout le monde et de te faire à toi-même aussi un salaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion. La gestion, c'est de savoir que l'argent de l'entreprise n'est pas ton argent. Tant que tu n'as pas fait les salaires, tu ne peux pas toucher à cet argent. Donc, tout ça, c'est vraiment des notions qu'il faut avoir dans la tête. Et bien entendu, bon, moi, je peux vous donner ces conseils-là, mais en fait, c'est vrai que c'est bien de se rapprocher d'un yaya, de quelqu'un qui a déjà un business qui fonctionne. Alors, je sais que les gens ne sont pas toujours dans la passation des secrets d'une entreprise assez facilement, mais je suis sûr et certain que vous pouvez tous trouver quelqu'un qui peut quand même vous montrer comment ça fonctionne. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important et ce qui fait partie d'un bon entrepreneur, c'est d'avoir les ressources qu'il faut. Donc, de mettre à ta disposition ce qui est possible. Parfois, tu te dis, non, mais moi, je ne connais pas, je ne sais pas comment je vais faire ça. OK, quelles sont tes lacunes? Qu'est-ce que tu dois apprendre et qui peut t'apprendre ça dans ton environnement? On a tous des gens qui fonctionnent. On a tous des petits businessmen, on a des vendeurs autour de soi, on a des gens qui font ceci ou cela. Il ne faut pas hésiter à aller vers eux et leur dire, moi, je ne connais pas ça, est-ce que tu peux m'apprendre? Et le peu que tu vas apprendre, toujours, ce sera un plus pour toi. Il faut savoir quelles sont les choses qu'on ne connaît pas et avoir l'honnêteté de dire je ne connais pas. Pour mieux apprendre, il faut dire je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, j'apprends tous les jours et j'aime beaucoup apprendre tous les jours. J'aime bien faire des choses nouvelles parce que, comme je dis, je reçois des mbata tous les jours parce que je me rends compte que je ne sais pas ça. Et quand je ne sais pas quelque chose, je suis content que je finis ma journée et j'ai appris quelque chose de nouveau. Voilà. Et ça fait partie de tout ce que j'ai dit. Un chef d'entreprise doit être un peu quelqu'un qui va de l'avant et qui réfléchit en permanence pour faire évoluer aussi son entreprise. Donc, la remise en question, savoir que ce qu'on connaît
déjà son actif de compétences n'est jamais suffisant pour aller plus loin. Donc, essayer encore de piocher chez les uns, chez les autres, puisqu'on est comme des abeilles, on se nourrit de la connaissance des autres aussi. Et voilà, donc pouvoir mieux piocher pour mieux comprendre et mieux apprendre toujours, être en position de moi, qu'est-ce que je peux encore apprendre dans ma vie. Voilà, c'est des conseils qui sont pas seulement liés à l'entrepreneuriat, mais à la vie tout simplement. Ok, merci beaucoup. Si je peux faire un résumé, nous avons parlé des points essentiels, car nous avons parlé de comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons parlé des types de milliers, c'était très important. Nous avons parlé de comment choisir ses collaborateurs ou ses partenaires. Et nous avons parlé de comment motiver son équipe. Et nous avons aussi parlé de la communication au sein de l'équipe, mais aussi avec des bénéficiaires des services ou produits. Nous avons aussi parlé de la question finance, comment gérer son argent. Je pense qu'on a essayé un peu de balayer les tout, mais nous avons beaucoup de questions et j'aimerais que nous puissions lire pour répondre à ceux qui nous suivent, leurs préoccupations. Et dans notre plan de programme, je pense que nous avons balayé les tout. On revient dans nos questions. Ça va, j'ai une question. Voilà. Bon, il y a une question ici. Il y a une question. Comment, quand et où entreprendre? Je pense que cette question réfère à notre premier sujet, mais je pense peut-être que la personne qui a posé cette question est arrivée un peu en retard. Tu répondre à comment, quand et où répondre? Une façon de faire une synthèse à ce que nous avons dit. Comment entreprendre? Comme j'ai dit, il faut vraiment étudier son sujet avant tout. Donc, savoir quel type d'entreprise, qu'est-ce que cette entreprise-là, est-ce qu'elle correspond bien à ce que tu sais faire, d'accord? Et si tu ne sais pas faire, effectivement, apprendre d'abord à te former avant de commencer à faire l'activité. Où le faire, ça dépend de l'activité. Donc là encore, ça fait partie des études de marché dont je parlais. Puisque si c'est une vente de sandwich, comme je reste sur la vente de sandwich, ce sera où le meilleur lieu pour se positionner. Mais si c'est, je ne sais pas, un festival que tu vas vouloir mettre en place, quel sera le meilleur lieu pour pouvoir faire ton activité? Où est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont pouvoir venir? Où est-ce que donc l'accessibilité est importante, mais aussi est-ce que le lieu en lui-même va pouvoir générer des nouvelles personnes? Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a la sécurité sur ce lieu-là? C'est des questions basiques. Est-ce que s'il pleut, je suis protégé? Enfin, voilà. Donc, en fait, le lieu, c'est vraiment en fonction de l'entreprise en elle-même. Quel type d'entreprise, donc quel lieu sera le plus avantageux? Donc, là aussi, c'est des recherches. Et ces recherches-là sont très importantes. Ça fait partie de ton étude de marché, ton business plan. OK, merci Kevin. Il y a encore une autre question. On a dit ici, on dit souvent qu'un bon leader doit être capable de faire tout ce que les autres membres de son équipe peuvent faire ça. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai et c'est pas vrai. Attention. Chacun a son niveau de compétence. Okay. Par exemple, moi, je ne suis pas très bon dans certains domaines, d'accord? Et du coup, j'ai besoin dans mon entreprise d'avoir quelqu'un qui va avoir des meilleures compétences que moi dans ce domaine. Ok, ça c'est vrai. Mais comment je vais pouvoir savoir que mon employé fait bien son travail? Si je connais absolument rien dans ce domaine-là, je serai un peu un aveugle et je ne saurais pas bien diriger mon employé. Alors, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, l'employé est très compétent et il va falloir travailler avec lui pour mieux comprendre les postes de travail qu'il a à faire, les fonctions, pour mieux comprendre son travail et l'accompagner dans son travail. Mais en général, et c'est de là où je disais tout à l'heure que c'est bien d'avoir connaissance de chaque poste
de chaque personne dans l'entreprise pour mieux les diriger. Puisque si tu as besoin d'un comptable, il faut avoir quand même les notions basiques de la comptabilité puisqu'il doit te faire des rapports, ce comptable. Et tu dois comprendre ces rapports. Donc, le comptable, il faut avoir au moins des notions générales de comptabilité pour savoir quelles sont ses tâches quand tu vas recruter une personne, faire une fiche de poste. Donc, pour savoir quels sont les postes qu'il doit connaître et quelles sont ses fonctions dans l'entreprise. Donc, comme je disais, dans l'étude, il faut savoir effectivement qui fait quoi dans ton entreprise. Si tu n'as pas cette connaissance-là, alors tu as un manque, tu as une lacune. Cette lacune-là, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que tu ne vas pas connaître un jour. Donc, c'est le moment de travailler pour essayer de comprendre. Donc, si tu n'as pas de notion en comptabilité, il va falloir te rapprocher de quelqu'un qui va t'apprendre les bases en comptabilité pour mieux gérer ton comptable. OK? Si tu n'as pas de connaissances dans la vente, il va falloir te rapprocher d'un bon vendeur pour pouvoir t'expliquer quelles sont les premières bases de la vente. Si tu n'as pas de vendeur autour de toi, n'oubliez pas qu'on a Internet. Et Internet, c'est aussi une belle façon d'apprendre. Moi, chaque fois que j'ai un doute, je cherche, je Googleise et je vais chercher des connaissances sur le net. Bien entendu, sur le net, on a tout et n'importe quoi. Donc, il ne faut pas prendre la première ligne qui sort, mais prendre aller sur plusieurs sites pour croiser les informations et puis avoir des informations qui sont justes et vraies et qui aussi vont s'adapter à ton pays, à ton contexte. Donc voilà, il faut faire ce travail-là de connaître le poste de chacun, même si tu n'es pas, c'est pas ton domaine de compétence, il faut quand même être bon et connaître la base minimum de la tâche de chaque employé pour mieux les diriger, pour mieux les aider à faire leur travail et pour toi avoir une vision d'ensemble, puisque le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une vision généraliste de son entreprise et c'est lui qui amène les gens vers une destination. Donc, si tu n'as pas cette vision-là, c'est comme si tu roulais avec un pneu crevé. D'accord? Si les 4 roues, elles ne sont pas bien gonflées au bon et qu'elles ne sont pas en bon état, forcément, ta voiture, elle ne va pas bien rouler. Donc, c'est un peu le problème d'un chef d'entreprise, c'est d'être un bon conducteur, mais qui a conscience que la voiture, ce n'est pas simplement un élément qui t'amène quelque part, mais que chaque pièce de la voiture est importante. Et donc, chaque pièce, il faut avoir un minimum de connaissances ou te rapprocher d'un bon mécanicien pour bien comprendre. Voilà, en gros. En gros. Donc, Voilà. le chef d'entreprise doit avoir une vision très, très généraliste de son esprit. Ça coupe. Oui, je comprends. La dernière question serait, il nous reste 5 minutes, on doit faire court quand même. Comment surmonter les difficultés liées à l'informalité de l'économie et la manque totale des structures d'accompagnement des PMI? Je n'ai pas entendu le début. Comment surmonter les difficultés liées à l'informalité de l'économie, et la manque totale des structures d'accompagnement des PMI? Eh bien, c'est une bonne question. En fait, là, on est plutôt sur un contexte congolais où on n'a pas d'aide extérieure, on est d'accord. C'est très dur d'obtenir des aides. Et il n'y a pas d'accompagnement non plus, ou très peu. Et par contre, quand on ouvre une entreprise, par contre, là, on va vous taxer et tout. Donc là, par contre, là, ça fonctionne bien pour récupérer votre argent, mais pas pour vous en donner. Je pense que là aussi, tout dépend du niveau de ton entreprise, mais une PME, déjà lancer une PME, ça veut dire qu'il faut quand même avoir des fonds qui sont importants, d'accord? Puisque d'après moi, avant de générer de l'argent, il faut avoir les fonds nécessaires pour payer le premier mois ou les 3 premiers mois de fonctionnement, de loyer, de salaire, parce que ce n'est pas forcément sur les premiers mois qu'on peut vraiment que l'entreprise sera à son plein fonctionnement pour pouvoir payer tout le monde. Là aussi, ça fait partie de ton étude de projet. Et forcément, comme je te disais, si tu n'as pas les fonds pour pouvoir lancer ton entreprise, il va falloir retarder l'ouverture pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour le fonctionnement minimal. Donc, ça, c'est important de savoir
quand est-ce que tu vas démarrer, planifier ton fonctionnement, quoi. Donc, pour ça, honnêtement, je vais vous dire que je ne suis pas dans le cas des entrepreneurs habituels au Congo, puisque en général, moi, les gens viennent vers moi pour me dire, ou alors je réfléchis à un projet, c'est vrai que ça arrive aussi, mais bon, je suis dans l'événementiel beaucoup, donc c'est très spécifique et ça se passe très différemment. Mais effectivement, il faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas trop compter sur les aides extérieures, mais comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi aller vers des organismes de financement. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup au Congo, je ne pense pas beaucoup. Les banques ne prêtent pas d'argent à des entrepreneurs qui veulent ouvrir une entreprise, en tout cas pas ceux qui ont déjà des entreprises derrière. Donc, ce n'est pas simple, mais on peut avoir des aides financières par des gens aussi qui ont envie d'investir sur le business, qui peuvent être des mécènes si vous avez de la chance, ou bien des gens qui vont avoir carrément des parts dans l'entreprise. Ça aussi, c'est possible. Bien entendu, il faut apporter un projet solide, construit, réfléchi et qui va permettre de motiver des gens à injecter de l'argent dans votre entreprise. Mais après, ça veut dire aussi avoir une bonne gestion de la comptabilité, puisqu'à la fin, il y a des cahiers de comptes qu'il va falloir sortir pour leur montrer, voilà les comptes, voilà nos bénéfices. Et quand je sépare en fonction des parts, de la participation de chacun dans les parts de chacun dans l'entreprise, ça fait tant pour toi, ça fait tant pour moi. Donc là aussi encore, il faut vraiment avoir les compétences nécessaires. Mais je n'ai pas beaucoup de clés pour vous dire comment trouver de l'argent pour ouvrir une entreprise, malheureusement. Je dirais que simplement, ça dépend. C'est là où je disais qu'il faut avoir des entreprises, des idées qui sont réalistes. Voilà. Donc, savoir que si tu veux ouvrir une entreprise qui va te coûter 500 millions de dollars, bah, excuse-moi, si tu n'as pas d'argent là, maintenant, ça ne sert à rien de rêver de faire ça. Par contre, si tu sais que ton entreprise elle va coûter 1500 dollars, ben, tu sais que, pour lancer une entreprise, bien entendu, tu peux tout faire pour trouver ces fonds en quelques mois et essayer de mettre de l'argent de côté pour arriver à avoir ces 1500 dollars ou trouver des investisseurs proches pour pouvoir participer, quitte à les rembourser ou alors les inclure dans les bénéfices, dans les bénéficiaires de l'entreprise. Voilà. Mais ce n'est pas simple. Mais rien n'est simple dans la vie et donc il faut travailler et chercher des idées pour pouvoir s'en sortir. Voilà, merci Kevin pour ces bons moments que nous avons passés ensemble et c'est vraiment des moments de bonheur pour notre communauté. Nous sommes arrivés à la fin de notre panel sur comment se lancer en entrepreneuriat quand on est jeune et surtout quand on est LGBTI. Et on a beaucoup appris avec toi, on a beaucoup appris. Bon, l'air, comme tu as dit, le temps, c'est de l'argent. Nous avons demandé à des personnes de nous suivre pour une heure. Et nous voilà à la fin de notre panel. Merci beaucoup, Kevin, pour ces temps. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et surtout aux personnes qui nous ont envoyé leurs messages pour donner encore beaucoup de clarté à cette initiative. Et nous remercions infiniment aussi Génialissime pour cette occasion de qui suis-je. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre panel de qui suis-je. Au revoir. Merci Joël, merci à vous. Au revoir et bonne journée.